tous, à toutes. Notre communauté de pratique va démarrer cette journée en mettant sous les projecteurs une thématique chaude, brûlante d'actualité et qui intéresse tous ceux concernés de près ou de loin par l'éducation. Donc, il s'agit de l'évaluation. Donc, bienvenue donc à cette présentation en guise de tour d'horizon du parcours et du travail accompli à ce jour pour notre CDP dans le cadre du programme Apprendre dans une démarche de Scholarship of Teaching and Learning, donc SETL. Plutôt mourir d'envie d'en savoir plus que d'ennui à écouter un long discours. Voilà, je vous dis cela. Au cas où vous attendez à des interventions livrées dans un style des plus académiques, sur un ton des plus formels, pour faire qu'un compte-rendu de la mission à laquelle notre CDP, qui est ici là devant vous et qui brûle l'impatience de parler, s'est attelé de son déroulé et de ses analyses qui en découlent. Nos différents et différentes intervenantes vous parleront de l'expérimentation, des pratiques pédagogiques et d'évaluation inclusive dans un langage plutôt simple, direct, léger, mais toujours de manière très informative, tout en évitant le piège d'un discours excessivement truffé de grands et menus détails ou des termes techniques et d'explications un peu trop savantes. Oui, chers amis, en abordant les différents volets ou thèmes de cette présentation, en lien direct avec l'exercice d'expérimentation sur le terrain pour tester les pratiques pédagogiques d'évaluation inclusive, telles que mises en œuvre en milieu scolaire mauricien, du primaire, nos intervenants vous livreront leurs expériences, leurs analyses et sentiments dans les grandes lignes en prenant soin de ne rien omettre des points saillants. Qu'il me soit maintenant permis de vous fournir quelques détails d'ordre technique concernant notre CDP et de son fonctionnement. Donc, notre CDP, dont la mission s'inscrit dans le cadre du programme Apprendre, dans une démarche du SETL, a pour nom les pratiques inclusives et évaluation pour les apprentissages. Donc, pour mener à bien cette mission, notre CDP a bénéficié de l'apport des participants suivants de l'école Hospitalier Noël, donc représenté par sa maîtresse d'école Vina Morogesan, son assistante Nisha Santu, et deux enseignantes nommément Tulsi Lutchman et Vijaya Lutchman, sans oublier les élèves participants des grades 1 et 5. De l'école James Tulsi, représentée par sa maîtresse d'école Sumitra Ramdin, son assistante Priya Ramrup et deux enseignantes nommément Anju Yavu et Roshni Boudou et des élèves de grade 4. Kumaren Lutchmanen, maître d'école à Nekshedi Government School, qui nous a accompagnés à titre d'observateur participant. Donc, à cette partie introductive de cette présentation, il est de mon devoir de souligner à quel point j'ai eu grand plaisir à accompagner cette belle équipe de participants membres de la CDP en ma capacité de modérateur tout au long du projet. Nous avons certes connu un début timide, voire difficile, mais la bonne volonté ainsi que le dynamisme de tout un chacun nous a livré à de belles expériences, on peut le dire, en termes d'expérimentation in situ, visant à tester les pratiques pédagogiques d'évaluation inclusive. Donc, ouvrons aussi une petite parenthèse à ce stade de la présentation pour dire merci à Marie-Aimée Lamoche, experte principale du GTE, pour tout l'apport qu'elle a su apporter au projet. Donc, cela dit, venons-en maintenant à la problématique sur laquelle il fallait rester focalisé tout au long de la démarche. Donc, le défi pédagogique auquel nous avons été confrontés dès le lancement de la phase 2, suite logique de la phase 1 de 2023 et 2024, consistait à organiser, concevoir, planifier
et dessiner les contours de l'exercice de l'expérimentation avant de le mettre en œuvre pour tester les pratiques pédagogiques inclusives qui, de notre avis, seraient aptes à mieux répondre aux besoins de nos élèves en milieu scolaire mauricien. Donc, après avoir identifié et situé la problématique, notre travail s'est oscillé autour de la réflexion centrale suivante. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'évaluation ne se fait nullement ou pas assez selon les principes d'évaluation inclusive ou d'évaluation, les principes d'enseignement énoncés et orientés vers une évaluation inclusive. Donc, ainsi, nous avons décidé d'aborder ce thème en nous focalisant sur l'aspect, ce que Vina aime bien, l'aspect humaniste de l'évaluation et non de son aspect économique. Donc, ce faisant, il fallait donc pas commencer par nous approprier nous-mêmes, chacun de notre côté, de la littérature portant sur la littérature existante, sur la littérature portant aussi sur l'évaluation inclusive et de ses principes fondamentaux. Donc, après une mise en commun des idées émanant de notre imprégnation des théories, concepts, éléments associés et autres aspects de pertinence à notre projet, donc nous avons pu dresser le chemin à parcourir pour mener à bon port ce que j'ai tendance à assimiler à une aventure exploratoire, mais qui nous aura tous enrichis d'enseignements et de leçons tirées des expériences en cours. Donc, une fois que chaque membre de notre CDP se trouvait plus ou moins bien assez imprégné des idées fondamentales de l'évaluation inclusive, il a fallu tester sur le terrain les pratiques pédagogiques en question. Donc, la prochaine étape, l'étape suivante, a été de tester cela. Donc, partager les idées, les théories associées, les constats, ainsi que les sentiments des uns et des autres. Donc, après cette mise en commun, donc le travail, on peut dire qu'elle a démarré, on peut dire l'expérience a vraiment démarré au sein des écoles. Donc, pour rester dans l'esprit même d'apprendre, dans une démarche du SETL, comme le dit si bien Émilie, donc il était essentiel de procéder à une prise de conscience de la vision et de la mission à accomplir. Ainsi, chaque membre participant de la CDP aura fait de son mieux pour mettre en chantier les activités d'expérimentation sur la base d'un calendrier bien établi par Émilie. Donc ici, je tiens à souligner que par pure coïncidence ou par la force des choses, tous les acteurs de notre CDP se trouvaient être issus de la gente féminine, à l'exception de Kumaren et de moi-même. Donc c'est ainsi qu'a commencé un travail de fourmi qui devait déboucher sur la production des guides d'animation et des outils pédagogiques nécessaires à une bonne implémentation des plans d'activité d'expérimentation, dont le premier objectif était de tester les pratiques inclusives à l'évaluation des apprentissages. Donc cela commandait donc à respecter ce que Miara aussi aime vraiment, donc tout le schéma qu'elle nous a donné avec tous les livrables qu'elle nous a donnés, donc les plans de leçons, les fiches pédagogiques. Donc on a essayé de mettre en place dans 3 grades, les 3 grades sous-études, à savoir les grades 1, 4 et 5. Donc à ce stade, je peux dire toute mon appréciation de la contribution de chacun des participants au sein de leurs propres écoles impliquées, qu'elles soient HM, DHM, enseignantes et même les élèves qui ont participé à cette expérience. Donc, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir maintenant à vous inviter à suivre l'intervention de Soumitra, qui brûle d'impatience, comme vous le voyez, de prendre la parole. Et Soumitra, donc, elle travaille à l'école de James Tulsi, école située au cœur même de la ville de Kirpip. Donc, Soumitra vous parlera de ce qu'elle a vécu. Donc, je laisse la parole à Soumitra. Donc, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Wesley de l'occasion qui m'est donnée après cette entrée en matière d'aborder le volet concernant la préparation et l'analyse de la phase 2 portant sur le travail d'expérimentation des pratiques pédagogiques d'évaluation inclusive des apprentissages au niveau de nos écoles respectives. Comme évoqué lors de la partie introductive, la mission entreprise
n'a été rien de moins qu'une belle aventure, indéniablement riche en enseignements et leçons apprises. Pareille entreprise qui nous aura permis d'endosser l'uniforme de l'apprenant et toutes ses coutures. Ne dit-on pas que dans le contexte de l'éducation contemporaine, qu'on est tous, même en tant qu'éducateurs des apprenants, évoluant dans un contexte où l'établissement scolaire se transforme en Learning Organization for All. À partir du moment même où nous, les participants, sommes entrés en scène, nous nous sommes penchés sur le cadre théorique, base nécessaire qui allait guider nos pas. Notre compréhension du concept nous a confortés dans notre interprétation de l'évaluation, de ses fonctions, de ses effets positifs ou négatifs, ainsi que des stratégies et plans d'action à implémenter en vue d'en atténuer les angoisses qui en résultent au niveau des apprenants en particulier. Notre définition du terme évaluation se lit comme affiché sur le diapo. En ce qui concerne les fonctions de pareil exercice, celles-ci sont vérifier ce que l'élève a compris ou acquis, identifier ses difficultés pour mieux l'accompagner, mesurer ses progrès au fil du temps, orienter l'enseignement et aider l'enseignant à adapter ses méthodes, certifier un niveau, par exemple, à l'issue d'une évaluation. Traditionnellement, et comme nous savons tous, dans notre contexte, l'évaluation prend la forme d'un exercice à dominance de l'écrit et en certaines occasions par une combinaison des deux approches, c'est-à-dire écrit et l'oral. Passons maintenant aux effets potentiels de tout exercice d'évaluation. Côté positif, on dit de l'évaluation qu'elle permet de valoriser les efforts de l'apprenant, stimule l'envie d'apprendre chez l'apprenant, permet d'identifier les forces et les faiblesses de l'apprenant, renforce l'estime de soi de l'apprenant, encourage le désir à s'auto-évaluer chez l'apprenant et aide l'apprenant à fixer ses objectifs en devenant acteur de ses propres apprentissages. Bref, les effets positifs de l'évaluation se traduisent par une bonne progression académique et effective chez l'apprenant. Qu'en est-il des effets négatifs de l'évaluation? Il y en a bien quelques-uns dont il faut en tenir compte. Au chapitre des effets négatifs de l'évaluation, les experts ont dénombré les suivants: stress et anxiété, baisse de l'estime de soi, une course effrénée à la réussite coûte que coûte, étiquetage et stigmatisation et démotivation après des efforts vains. Il me semble pertinent à ce point précis de faire ressortir que l'évaluation prend généralement deux formes, à savoir évaluation formative comme levier d'apprentissage et de confiance et évaluation sommative généralement très ou trop centrée sur la note finale, ce qui bien souvent constitue un obstacle au progrès de certains apprenants. Qu'ajouter de plus en lien avec l'évaluation? Pour réduire les angoisses causées par une évaluation, on peut ainsi procéder à préparer les élèves en amont, diversifier les modes d'évaluation, créer un climat bienveillant, développer la confiance en soi et impliquer les élèves dans pareil exercice. Pour faire court, notre préoccupation première pour ce projet a été de mettre en place l'implémentation des plans de leçons et d'évaluation in situ en grade 4 au sein de mon propre établissement et au niveau des grades 1 et 5 à l'école de Vinan, dite école ZEP. Tous en nous appuyant sur des pratiques pédagogiques
alignée sur les principes fondamentaux de l'évaluation inclusive, qui, comme attesté par la littérature, est bien plus bienveillante, plus humaine et moins stressante, surtout pour les élèves. Humaine, l'évaluation inclusive se caractérise pour son côté ou son approche humaine, plus équitable et plus en phase avec les pratiques pédagogiques de l'éducation inclusive. C'est quoi ces choses que les spécialistes qualifient de pédagogie inclusive? Tel que nous en avons saisi l'idée derrière ce concept, nous nous aventurons à avancer la définition suivante. Les pédagogies inclusives regroupent les méthodes et pratiques qui permettent à tous les apprenants, quels que soient leurs besoins, leurs aptitudes et même leurs origines sociales et culturelles, d'apprendre ensemble et de réussir. La question qui surgit dès lors que l'on prend en compte cette interprétation est celle-ci. Quelle dimension devons-nous donner à nos activités d'expérimentation destinées, comme elle l'était, à tester les pratiques pédagogiques de l'évaluation inclusive des apprentissages par les apprenants? Une synthèse de nos constats après auto-évaluation de nos initiatives nous a permis d'identifier les 3 éléments suivants: différenciation pédagogique, facilitation, accessibilité et valorisation des différences. Nous avons donc procédé par une différenciation pédagogique en facilitant l'accessibilité et en prenant soin de valoriser les différences chez les uns et les autres des élèves participants. Cela a nécessité un travail en étroite collaboration avec les acteurs impliqués dans cette aventure exploratoire. Aussi, permettez-moi que je m'arrête ici pour passer le relais à mon homologue Vina de l'école Révérend Hospitalier Nouvelle. Merci. Merci Soumitra. Chers amis, à mon tour de vous dire un petit bonjour. Juste au cas où vous auriez le sentiment que cette présentation devient un peu longue, je vous rassure tout de suite que je ne compte pas m'étendre plus qu'il en soit nécessaire sur le volet qui caractérise la mise en place de notre projet. En matière de pratiques pédagogiques innovantes, en vue de tester les approches inclusives identifiées par notre équipe et ainsi mieux répondre aux besoins de nos apprenants, notre CDP aura mis en œuvre des actions concrètes qui elles-mêmes s'inscrivent dans le droit fil de la démarche, ayant pour ambition de transformer à moyen et long terme le paysage éducatif en lien avec l'appropriation des pratiques pédagogiques associées à l'éducation inclusive et son appendice, l'évaluation dite inclusive. Quelles actions concrètes ont donc été entreprises? En situation d'expérimentation, destinée à tester les pratiques pédagogiques associées de manière intrinsèque à l'évaluation inclusive, nous avons donné toute son importance aux principes fondamentaux qui les caractérisent. Sans surprise, il y a eu une belle unanimité au sein de notre CDP pour entreprendre et mener à terme de manière aussi concrète que possible les actions suivantes. Premier, valoriser l'élève dans son unicité. Deuxième, favoriser la participation active. Troisième, rendre la place qui lui revient à l'évaluation formative et continue. Et en dernier, créer un climat de confiance au sein de la classe. Animé par le souci évident de vous épargner d'être affublé d'une somme de descriptions, d'explications ou de formules savantes, je m'en tiendrai à ne vous en dresser qu'un tableau de ces actions concrètes et ce, dans les grandes lignes. La dimension donnée à nos activités d'expérimentation figurait ainsi un ensemble de travail plus oral qu'écrit. Après implémentation des leçons planifiées, en étroite concertation avec les enseignantes de nos 2 écoles impliquées dans notre voyage d'exploration, notre deuxième préoccupation s'est vite traduite par une introduction de l'approche dite co-évaluation. Cela s'est fait en amenant 2 élèves à travailler en tandem
Leur tâche consistait à dialoguer, discuter, échanger impressions, appréciations et sentiments dans les deux sens. Cette approche nous aura permis de saisir qu'elle aura été fort bénéfique dans ce sens que les élèves gagnaient en confiance de soi-même, tous en se prêtant au jeu de l'exercice avec moins d'appréhension ou d'angoisse. Au chapitre des pratiques pédagogiques innovantes, qu'avons-nous fait et qu'avons-nous constaté en aval? Quelles ont été les autres pratiques pédagogiques dont on peut dire qu'elles ont été innovantes et qui, par conséquent, se sont avérées plus aptes à évaluer inclusivement les apprentissages? Celles-ci étaient mini-exercice de questions-réponses à l'oral, potentiellement capable de livrer une bonne saisie de la progression des apprenants. Activité destinée à favoriser chez l'apprenant une bonne compréhension des objectifs précis de l'exercice d'évaluation. Cela nous aura permis d'aider chaque apprenant à apprendre authentiquement, conscience du but recherché, au lieu de ne porter qu'un jugement de valeur sur sa performance. Puisqu'il fallait donner un format, une image attrayante aux pratiques pédagogiques, taillée à la mesure des principes fondamentaux de l'évaluation inclusive, notre expérimentation aura fait la part belle des activités telles que jeu, exemple, puzzle, mots croisés, simulation de rôle, visite tout-terrain, découvrir la vie et l'importance de plantes, comme ce fut le cas à l'école de Sumitra, ou comme chez nous-mêmes, amener les apprenants à prendre goût à la lecture par le biais d'un texte bien choisi. Ici, je dois préciser, et ce avec grand plaisir, que tous les acteurs impliqués se sont prêtés merveilleusement au jeu. Arrêtons-nous ici pour maintenant inviter Anju, qui brûle d'impatience, de partager avec vous ses expériences et ses sentiments à prendre le micro. Anju. Merci, chère Lina, de me passer le micro. Bonjour tout le monde. Donc, chers amis et collègues, si au départ, j'étais assez sceptique, ne savant pas dans quelle direction me diriger, surtout de par le fait n'ayant participé à la phase 1 du projet Apprendre, vous ne pouvez pas imaginer combien aujourd'hui je sors enrichi de toute cette aventure exploratoire qui m'aura permis de comprendre combien nous, autres enseignants et enseignantes, sommes encore très très loin de ce qui fait de mieux dans le domaine de l'évaluation inclusive. Quel aura donc été notre rôle, nous, qui avons participé à la belle aventure exploratoire? Pour être spot on, comme le disent les jeunes d'aujourd'hui, je dois préciser que dès le départ, par rapport au rôle qui nous aura été imparti par nos responsables d'établissements respectifs, sous la houlette de M. Wesley, nous ne pouvions qu'être gonflés à bloc, absolument impatients de nous engager à fond dans cette aventure qui devait nous permettre d'évaluer les pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le contexte particulier de l'évaluation inclusive, au niveau de la grade 4 à James Ducey Government School et des grades 1 et 5 à Hospital Emmanuel Government School. Au niveau de ma propre école, en l'occurrence James Ducey Government School, la leçon d'implémentation devant servir de contexte, ou si vous voulez de prétexte, pour tester l'approche pédagogique vers une évaluation authentiquement inclusive concernait la vie et l'importance des plantes. Je vous épargne les grands et menus détails de l'implémentation en tant que telle, en ajoutant que ceci. Le chemin emprunté en situation de salle de classe, aussi bien qu'au gré d'une visite tout-terrain, nous aura permis de capturer combien la mise en application des principes pédagogiques inclusifs ont été bénéfiques et pour nos élèves et pour nous-mêmes, je dois bien l'avouer. En nous prêtant au jeu, nous en avons tiré de belles leçons. Ainsi, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il est grand temps de restreindre les pratiques d'évaluation traditionnelles qui ne reposent que par trop sur une évaluation quantitative et où la poursuite de bonnes notes chiffrées finit par mettre sous pression les apprenants, surtout ceux dont on dit que leurs parents exercent sur eux de fortes pressions et ce à juste titre. Dans mon rôle de guide, de facilitatrice, d'animatrice des activités identifiées et présentées dans notre plan d'action pour l'expérimentation, je fus, comme évoqué supra, assez sceptique quant aux résultats qui en découleraient. Permettez une fois de plus que je dise que ce fut loin d'être une expérience désagréable, comme j'ai pu le craindre au départ.
Je trouve en cet instant que l'évaluation inclusive est bien plus équitable, plus humaine et plus en phase avec les principes fondamentaux de l'évaluation inclusive. Il suffit de transformer l'approche traditionnelle par des pratiques pédagogiques qui répondent mieux aux besoins des apprenants. En matière d'orientation, d'approche et d'implémentation proprement dite, si je prends l'exemple de la leçon implémentée au niveau de James Tulsi Government School, qui aura impliqué la participation des élèves de la grade 4, composée d'une population mixte d'élèves, à savoir 15 garçons et 19 filles hétérogènes en termes de capacité et donc de performances académiques variables ou de profils démographiques diversifiés. Il nous fallait nous laisser guider par une boussole apte à nous mener à bon port, une fois les bonnes orientations et les bonnes théories traduites en actions concrètes. Permettez que je vous fasse l'économie d'une description et d'explication détaillée des principes adoptés. Je préfère vous laisser les découvrir au gré des présentations de mes autres coéquipiers, éventuellement. Je m'astreins donc à vous entretenir aussi brièvement que possible du climat qui aura prévalu lors des activités d'expérimentation, surtout in situ en lien avec le but recherché. Le but recherché, en adoptant les nouvelles approches, par conséquent, une nouvelle façon de voir et de traduire dans les faits les principes fondamentaux de l'évaluation inclusive, était de mettre à profit une bonne utilisation des pratiques pédagogiques et d'évaluation inclusive pour améliorer la qualité ainsi que l'efficacité du processus enseignement-apprentissage. En sortant des sentiers battus et en prenant étroitement compte des besoins et des attentes de nos apprenants, nous avons pu constater une nette amélioration en matière de disposition, à la fois chez l'enseignant que chez les apprenants, en nous assurant que tous les acquis des apprentissages ne soient mesurés que par le biais d'approches dites purement quantitatives ou numériques, en passant au contraire par une approche plus bienveillante. Il devient possible d'évaluer de manière bien plus concrète, certes par moments moins objective, mais toujours dans l'intérêt des élèves. Pour faire très bref en matière de stratégie générale, de méthode et d'approche pour une évaluation qualitative, notre schéma d'implémentation s'est focalisé sur les éléments suivants. Méthode interrogative, c'est-à-dire question pour mieux cerner et reconnaître les acquis des apprentissages. Méthode active, implication de l'apprenant dans le processus d'apprentissage en s'assurant de sa participation réelle en vue d'une bonne construction de savoir et de compétences, ce qui serait apte à nous livrer une bonne saisie de la capacité de ces apprenants, qui devrait en principe déboucher sur de bonnes compétences à exploiter, les savoirs à bon escient. Méthode dite experiential learning, ce qui se traduit par l'intégration des jeux et des visites tout terrain par exemple. Les intervenantes qui m'ont précédé vous en ont déjà parlé. Je crois pouvoir dire que l'intervenante qui va maintenant me relayer vous donnera un aperçu des implications de l'expérimentation en vue de tester nos pratiques pédagogiques. Roshni, c'est à toi que je passe le témoin. Merci. Merci Anjou. Bonjour. Il m'appartient de maintenant vous exposer notre philosophie calquée sur le principe dit « évaluer pour faire progresser et non pas pour trier ». D'évidence, les évaluations sont souvent perçues comme stressantes et ou ennuyeuses pour les apprenants et des fois même pour les enseignants. Nous avons donc trouvé bon de proposer une autre manière de voir l'évaluation des apprentissages qui soit plus en phase avec les principes premiers de l'éducation inclusive et par extension de l'évaluation inclusive. Il fallait que nos élèves s'amusent en se prêtant au jeu des questions-réponses à l'oral, un exercice de mesure plutôt qualitative que quantitative. Nous avons pu comprendre, au gré des retours de Wesley, que le seul point faible de nos fiches pédagogiques, c'était d'avoir négligé par moments de prendre compte de l'importance absolue de la place qu'occupe le qualitatif et l'oral dans toute approche vers une évaluation inclusive. Du coup, l'évaluation à caractère plus qualitatif que quantitatif, qui fait la part belle à l'oral aux dépens de l'écrit, est devenue une réalité dans nos activités d'expérimentation. En guise d'exemple, permettez que j'en énumère quelques-uns. Atelier de lecture et de compréhension,
questions à choix multiples, posées un peu à la manière de questions pour un champion par exemple. Construction de phrases en ajustant les parties détachées présentées dans le désordre. Activité jeu, puzzle, devinette, carade, simulation de rôle, etc. Présentation en individuel, en tandem ou en petits groupes de 3 ou 4 avec une bonne distribution des interventions. Visite de terrain et montage de projets sur petite échelle portant sur les thèmes abordés dans les leçons d'implémentation. Bref, les activités appuyées sur ces principes pédagogiques et de l'évaluation inclusive furent imaginées et mises en application de la manière la plus variée dans le but de mieux répondre aux besoins, voire aux attentes de nos élèves. Le montage de supports, outils utilisés que vous voyez à l'écran, comme par exemple grille d'évaluation et d'auto-évaluation, donne une bonne idée du travail accompli. Notre propre évaluation des pratiques adoptées dans le cadre des activités d'expérimentation nous conforte dans l'idée que les élèves ont pris beaucoup de plaisir à y participer de la manière la plus active qui soit, rendant ainsi tout le processus autrement plus jovial, convivial, spontané, naturel, bref, plus impliqué dans les activités d'évaluation des apprentissages. Ce fut aussi l'occasion pour nous de découvrir avec beaucoup de surprise nos jeunes talents, chacun prenant la parole avec quelquefois une belle aisance et belle confiance en soi. Voilà, je crois avoir bien résumé mes expériences et mes sentiments par rapport aux activités d'expérimentation pour tester les pratiques pédagogiques telles que travaillées dans nos plans de leçons et de nos fiches pédagogiques. Sur ce, passons le micro à Tulsi maintenant qui parlera de son expérience à l'école Hospitalier Noël. Bonjour à tous. D'emblée, précisons que pour répondre aux besoins spécifiques des apprenants d'une école ZEP, comme la nôtre, située au sein d'une cité ouvrière, même si en périphérie urbaine, il nous fallait adopter les principes qui collent mieux à toute démarche pédagogique plus structurée qui tient compte des réalités du contexte particulier des élèves de la grade 1. Sur la base des compétences qu'il fallait construire chez nos très jeunes apprenants, les suivantes ont été particulièrement prises en compte. Développement de l'écoute active et la compréhension orale, stimulation de l'expression orale et la créativité, développement de la capacité de faire des choix réfléchis, renforcement du sens du respect et du partage, stimulation de la concentration dans un climat tranquille mais toujours bienveillant et encouragement vers le développement d'une bonne dose d'autonomie pouvant potentiellement déboucher sur le renforcement de la confiance en soi grâce à l'auto-évaluation ou l'évaluation de ses pairs. Pour faire suite à l'approche adoptée pour une bonne mise en œuvre de ces pratiques pédagogiques, il fallait organiser et planifier les activités telles que je vais maintenant vous en faire succinctement une énumération. Donc, on a commencé par le travail oral. Introduction par le biais de jeux en vue d'en donner une forme ludique apte à susciter un intérêt spontané chez les apprenants dans un climat serein et détendu. Sur la base du thème choisi, fruits et légumes, et pour une leçon suivie par une évaluation plutôt qualitative que quantitative, il fallait s'assurer d'un travail de préparation adéquat en choisissant des éléments faisant partie du quotidien des apprenants dans le but de favoriser une bonne compréhension chez les apprenants et ainsi mieux les impliquer dans l'activité. Ensuite, on est passé par la production graphique. Activité en vue de stimuler la créativité par le biais de dessin. Cette activité aura permis de ces jeunes apprenants de traduire leur compréhension des idées en images. Pour inspirer les élèves, de petits poèmes ont été choisis comme stimulants en termes d'émotion face aux formes et aux couleurs diverses des fruits et légumes. Cette activité a permis d'instaurer ou de renforcer la confiance en soi, en même temps qu'elle leur aura permis de faire étalage de leur capacité créative, en plus de les adapter à leur tempérament personnel.
Quoique pas obligatoire, l'exercice a favorisé l'expression spontanée de leurs sentiments dans le contexte particulier de cette leçon sur les fruits et les légumes. Ajoutons que ce fut aussi une bonne occasion pour échanger les idées de la part et d'autre en exploitant une approche orale et ou graphique. Nous avons aussi la stimulation de l'auto-évaluation et l'évaluation des pairs. Préparer les apprenants à se prêter au jeu de l'auto-évaluation ou de l'évaluation de leurs pairs aura permis de dégager une bonne idée de leur disposition dans ce sens qui, une fois mis en application, aura particulièrement permis de comprendre leur progrès. Ensuite, on est passé à la chasse aux mots en binôme. Cette activité aura suscité chez les apprenants un vif intérêt à découvrir et distinguer fruits et légumes sur la base de leurs propriétés physiques, forme, couleur, leur permettant ainsi de s'enrichir sur le plan du vocabulaire tout en rendant l'apprentissage plus vivant. En ce qui concerne le repérage des apprenants éprouvant des difficultés, l'utilisation de jetons de 2 couleurs pour distinguer fruits et légumes a facilité le classement des mots tout en rendant l'activité plus concrète, ludique et aussi accessible, favorisant ainsi une participation plus active. Une autre activité, inviter les apprenants à choisir un émoticône pour exprimer leur préférence sur les fruits et légumes. Guidés par des questions simples, ils ont pu participer de manière ludique et inclusive, exprimant leur goût dans un climat de confiance et à réfléchir par rapport à l'importance d'une bonne alimentation. Finalement, les apprenants ont réalisé un puzzle en groupe, chacun découvrant une image différente à reconstituer. L'activité, adaptée avec moins de pièces pour les élèves en difficulté, a stimulé curiosité, motivation et inclusion, tout en développant observation, organisation et collaboration. Les travaux exposés ont ensuite été décrits par les participants. Précisons qu'en grade 1, l'accent est mis sur l'oral afin d'emmener les apprenants à écouter, comprendre, s'exprimer et partager, construisant ainsi une base solide vers l'écriture et la lecture. Cette démarche favorise un développement holistique, alliant compétences cognitives, sociales, affectives et créatives. Elle valorise autant le savoir-faire que le savoir-être en cultivant l'intelligence émotionnelle pour aider l'enfant à mieux se connaître, respecter les autres et avancer sereinement. Avant de clore ma partie, je vous invite à regarder les images qui, de mon point de vue, donnent un aperçu des activités mises en œuvre dans le cadre du présent projet sous étude. Et à la fin de la présentation, vous aurez l'occasion de visionner une vidéo. Sur ce, merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Passons maintenant à Vijaya, qui a eu à sa charge une classe de grade 5 au sein de notre établissement scolaire. Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter ma classe composée de 22 élèves, dont 12 garçons et 10 filles. Tulsi vous ayant déjà donné un aperçu du contexte particulier de notre école et du profil des apprenants, il ne m'est pas nécessaire de réitérer ces informations. Sachez cependant qu'on a essayé de procéder par une approche pédagogique centrée sur l'enfant, en fonction de ses besoins. C'est donc dans ce but que l'expérimentation s'est faite de manière aussi simple et directe que possible, tout en prenant compte des principes fondamentaux de l'évaluation inclusive, surtout en termes de pratiques pédagogiques. L'objectif de départ était simple: offrir à chaque élève, quelles que soient ses conditions de départ, les meilleures chances de réussite et d'épanouissement à l'école. Pour cela, on a choisi comme support un texte à trous. Étant un classique de la pédagogie, il permet d'évaluer la compréhension et les connaissances linguistiques. Néanmoins, dans un volet humaniste, ça nous a permis de revoir des notions déjà étudiées, telles que l'oral, la grammaire, le vocabulaire, les conjugaisons et le lexique. L'évaluation a été organisée en 2 phases, notamment, en premier, une évaluation à l'oral, remue-ménage autour du thème « Les métiers ». Cette phase orale permet d'activer les connaissances antérieures et de donner la parole à chacun dans un cadre sécurisant. L'idée est de valoriser tous les élèves, même les plus timides. Les apprenants ont par la suite rempli une grille d'auto-évaluation. 2. Une évaluation à travers les jeux.
l'approche ludique est mise en avant avec un jeu d'étiquettes et un mot croisé. Il est important de faire ressortir ici que la grille d'auto-évaluation a permis à l'élève de se responsabiliser face à son travail. Ce faisant, l'enseignant a eu la possibilité d'observer le progrès réel de chaque élève dans un contexte naturel et dynamique. La deuxième phase a été une évaluation différenciée. Cette étape a mis en évidence un principe clé. L'équité ne signifie pas donner la même facilité à tous, mais donner à chacun ce dont il a besoin. Les supports changent en fonction des élèves. Toutefois, la compétence centrale, qui était la formation des mots, reste commune. Cette stratégie consiste à adapter nos méthodes et nos outils d'évaluation pour permettre à chaque élève de démontrer ce qu'il a réellement compris et acquis. Lors de ce travail, on a essayé plusieurs types d'activités. Les mots de la même famille, la formation des mots, des exercices à trous. Ici, les enfants ont travaillé en duo. Ils ont par la suite rempli des grilles d'évaluation par les pairs où ils ont pu s'évaluer mutuellement. Cette méthode demande de la préparation, certes, mais elle nous a permis d'accompagner chaque élève de manière juste et plus humaine. La dernière étape a été une fiche d'évaluation individuelle. L'enfant était plus équipé à travailler sans aide après toutes les étapes franchies dans les évaluations précédentes. Dans une approche inclusive, cette évaluation finale a servi davantage à observer et améliorer les apprentissages qu'à les sanctionner. Je vous invite à découvrir en images quelques-unes de nos activités menées dans le cadre de l'expérimentation in situ. Après la projection de ces deux diapos, en guise de conclusion, je me permets d'affirmer que l'évaluation inclusive offre une belle occasion à chaque élève de se faire une bonne idée de ses possibilités, de ses chances de réussite, en se basant sur une auto-évaluation de ses capacités personnelles à exploiter au gré et au rythme de son parcours scolaire. Sur ce, merci à vous. C'est au tour de Nisha maintenant de vous entretenir. Sa présentation s'évertuera à mettre en avant les forces de l'évaluation inclusive. Merci. Merci Vijaya. Bonjour tout le monde. Quoi vous dire d'autre par rapport à ce qui aura déjà été mis en lumière à travers les interventions précédentes? En partant du principe que dans une classe, chaque élève est unique, certains apprennent vite, tandis que d'autres à un rythme plus lent, du point de vue aptitude et développement progressif des compétences, j'ose avancer que l'évaluation inclusive représente une bonne stratégie pour appuyer les pratiques pédagogiques y associées. Résumons-en les forces brièvement, puisque à ce stade de la présentation globale, vous aurez tous déjà compris que, sauf quelques difficultés, les avantages adoptés de tels principes sont nombreux. Au vu de l'approche plutôt qualitative que quantitative, et où l'accent est davantage mis sur les pratiques orales, les principales forces de l'évaluation inclusive, pas nécessairement classées dans un ordre d'ascendance, sont les suivantes. Les pratiques pédagogiques et les activités sont centrées sur l'élève et valorisent les forces en même temps qu'elles permettent à l'enseignant de prendre compte la diversité des profils de ses élèves. Ces pratiques encouragent une participation active chez l'apprenant qui devient pour l'occasion principale acteur de son apprentissage, en plus de bénéficier d'un réel renforcement de son niveau de motivation et d'engagement. Ces pratiques permettent de développer des compétences transversales, en même temps qu'elles incitent à plus de coopération et d'entraide au sein de l'équipe, soit en tandem ou en petits groupes, tout en consolidant l'autonomie et la confiance en soi. Les pratiques pédagogiques associées sont autrement plus bénéfiques en ceci. Elles aident la différenciation pédagogique, elles permettent à l'enseignant de mieux repérer les besoins de ses élèves, tout en guidant ses choix en matière de stratégies mieux adaptées à ces mêmes besoins.
Bref, l'évaluation inclusive n'est pas seulement un instrument de mesure. Elle prend toute son importance du fait qu'elle permet à chacun de progresser à son propre rythme. Mais qui dit force dit aussi faiblesse. Mon homologue Priya va donc vous parler des faiblesses qui en découlent. Mais avant de lui passer le témoin, qu'il me soit permis de réitérer à quel point il est important, surtout pour nous autres éducateurs, de favoriser une approche à l'éducation inclusive qui passe aussi par un exercice d'évaluation également inclusive et qui nous évite tous de tomber dans le piège d'une évaluation traditionnelle. Pour passer de celle-ci à une évaluation authentiquement inclusive, c'est sûr que nous aurons à quitter les sentiers battus pour embrasser les pratiques pédagogiques innovantes, à la mesure des besoins et même des attentes de nos jeunes élèves, quel que soit leur profil et leur contexte socio-économique. Cela nous demandera très probablement de sortir de notre zone de confort. Sommes-nous disposés à le faire? Là réside toute la question. Sur ce, merci de votre attention. Priya, c'est à toi maintenant. Merci Nisha. Bonjour à tous et à toutes. Comme Nisha l'a si bien mentionné, cette nouvelle démarche ou innovation comporte aussi certaines faiblesses et l'évaluation inclusive n'en fait pas exception. Notre plus grand défi a été le temps. Adopter de tels principes requiert beaucoup plus de travail et d'implication, surtout pour l'enseignant. Comme vous le savez, nous avons des curricula assez chargés. Or, mettre en pratique un tel travail demande un temps de préparation vraiment long pour l'enseignant, ce qui finit par créer une surcharge de travail. Ajoutez à cela, le nombre excessif d'élèves dans certaines classes rend la tâche assez difficile, surtout au niveau de la gestion de classe et surtout quand certains élèves ont tendance à se concentrer davantage sur l'aspect ludique plutôt que sur l'apprentissage. Autre difficulté a été la partie liée à l'auto-évaluation. Malgré des consignes, directives et tout l'accompagnement de la responsable de classe, certains apprenants n'ont pas les compétences nécessaires pour porter un jugement, une appréciation qualitative sur leur propre travail. La grille d'évaluation représente ainsi une barrière de par leur faible niveau de littératie. Si certaines écoles sont adéquatement pourvues en termes de ressources nécessaires à une implémentation réussie de l'éducation inclusive, c'est-à-dire visant à s'assurer d'un développement total de chacun des apprenants, quel que soit son profil, d'autres ne le sont pas. Par conséquent, un réel besoin de formation des membres du personnel enseignant se fait sentir, en particulier dès qu'il s'agit de mettre en application les pratiques inclusives et évaluation pour les apprentissages. En tant qu'enseignante, nous avons été surpris de constater que certains élèves n'ont pas vraiment aimé les activités proposées lors de la situation d'apprentissage et d'évaluation. Interrogés, ils ont affirmé leur préférence pour l'écrit, et ce, au détriment de l'oral, probablement pour une question d'habitude que nous pouvons qualifier de conditionnement inspiré du behaviorisme. Voilà en ce qu'il s'agit de certaines faiblesses rencontrées. J'invite donc Vina de prendre la parole à nouveau. Merci. Merci Priya. Mon retour au micro ne concerne maintenant qu'à partager avec vous le retour des enseignants et des élèves impliqués dans notre CDP. Sur la force des conversations, des observations et d'une analyse des réactions des uns et des autres, je prends le risque de situer ce retour comme étant plutôt positif que négatif. Les élèves se sont montrés très motivés pendant l'exercice d'auto-évaluation et de co-évaluation, moins stressés et plus favorables à l'idée de travailler en tandem ou en petits groupes, tandis que de leur côté, les enseignants m'ont semblé plus disposés à traduire les principes fondamentaux de l'évaluation inclusive dans la réalité de l'école et des classes. L'accompagnement au changement étant un élément essentiel du dispositif, au dire de tous les acteurs
impliqués quand les élèves sont guidés dans leur apprentissage en passant par un exercice d'auto-évaluation ou de co-évaluation. Ils sont plus réceptifs aux activités auxquelles ils sont préparés d'avance. Les pratiques pédagogiques innovantes peuvent alors mieux fonctionner dès qu'introduites par étapes. Bref, l'évaluation prend l'allure d'un exercice plus équitable et plus humaniste, ce qui, de mon humble avis, renforcé par les retours des autres membres de la CDP, devient une nécessité absolue au sein de toutes les écoles dites à performance haute ou moyenne, mais surtout pour les écoles comme la nôtre, dites ZEP, Zone Éducation Prioritaire. En ce qui concerne les forces de l'expérimentation, en vue de tester les pratiques pédagogiques et une évaluation inclusive, je ne crois pas avoir besoin de réitérer ce qui aura déjà été mis en exergue par Nisha, mon assistante. Aussi, au vu des observations et de retours venant de part et d'autre, l'implantation de l'évaluation inclusive a toutes les chances d'être bien accueillie par tous quand surviendra le moment de s'y mettre. Tout en vous remerciant d'avoir eu à subir une deuxième intervention de ma part, j'invite maintenant Kumaren à prendre le relais. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de faire preuve d'encore un peu de patience à suivre cette avant-dernière intervention consacrée aux perspectives et prochaines étapes, telles que nous les avons imaginées en amont. Ayant participé à la phase 1 d'apprendre l'an dernier, pour autant sur le renforcement de la culture de l'évaluation en soutien à l'apprentissage à l'aide des technologies, il en découla qu'un travail en équipe nous aura alors permis d'élaborer une situation d'apprentissage et d'évaluation. Cependant, la dite SAE n'ayant pu être mise en œuvre dans mon école en raison de divers facteurs ou circonstances, cela fait que je profite de ma participation au sein de la CDP courante pour assurer la mise en application de la dite SAE, en passant au besoin par une bonne collaboration avec les équipes de James Tulsi GS et d'Hospitalier Noël GS. Vous pouvez comprendre que le fait même de collaborer avec des éducateurs d'autres écoles pour poursuivre l'expérimentation a été une démarche stratégique, plus apte à nous permettre de recueillir des données plus complètes sur les points forts ainsi que sur les points faibles des pratiques pédagogiques y associées. Il est donc de notre devoir maintenant de s'en inspirer, d'adopter et d'étendre de tels principes et pratiques dans d'autres espaces éducatifs. Merci donc à Wesley et les membres de la CDP qui ont travaillé sur l'expérimentation des pratiques pédagogiques inclusives en vue de s'assurer de mieux répondre aux besoins des apprenants, de m'avoir ouvert les portes de la CDP, ne serait-ce qu'à titre d'observateur participant. Merci à tous. À toi, Wesley, pour le mot de la fin. Bon, chers amis, me revoilà. Donc, juste un petit mot pour clôturer cette présentation. Donc, comme je le disais dans la partie introductive, j'ai voulu que ce moment reste de durée raisonnable, histoire de ne pas vous assommer ni vous fatiguer. Et j'espère avoir réussi dans ce sens. Vous me direz après. Donc, je vais donc conclure sur cette présentation dans le cadre des GNIP, du programme Apprendre, dans une démarche du SETL en toile de fond. Notre but étant de faire un tour d'horizon et des activités d'expérimentation destinées à tester les pratiques pédagogiques pour une évaluation inclusive afin de mieux répondre aux besoins de nos jeunes apprenants du cycle primaire. Je crois pouvoir dire que nous avons probablement réussi le pari de vous donner un bon aperçu du travail accompli en pareille circonstance. Donc, je ne voudrais pas terminer cette présentation ou cette petite intervention finale sans faire mention du niveau d'intérêt, de bonne volonté, de motivation et d'engagement affiché par chaque membre de notre CDP du début jusqu'à ce jour, ce qui laisse augurer de bonnes choses
pour l'avenir, enfin je l'espère. Donc disons tout simplement de notre point de vue qu'il est du devoir, de la responsabilité de tout un chacun d'apporter ne serait-ce un peu d'eau au moulin pour que nous ayons une vraie inclusion au sein de notre société, qui ne peut commencer au sein de l'établissement scolaire. Et quoi de mieux, dans le vrai sens du terme, d'adopter une politique d'évaluation ou d'éducation, voire même d'éducation inclusive, où chacun, chaque élève, chaque apprenant aurait sa place, ne serait-ce au sein de l'école, non pas pour végéter, mais pour obtenir une vraie éducation, ne serait-ce au niveau de la littératie et de la numératie de base, pour ne citer que ces deux domaines. Donc, je m'étendrai bien de m'étendre dessus, et au nom de tous les membres de notre CDP, je vous dis, et en mon nom personnel, je vous dis vivement merci. Merci à tous d'avoir prêté une oreille attentive à notre présentation. Mais avant que le rideau ne se referme doucement, imprégnez-vous des échos et des images de cette aventure, ces quelques instants suspendus où les visages, les voix, les gestes racontent bien mieux que les paroles que fut cette présentation. Donc, laissez-vous guider, porter dans cette dernière escale pour ce souffle vivant, fragile et vibrant, où la pédagogie devient rencontre et où chaque geste devient mémoire et où l'expérimentation a pris vie. Donc, je vous laisse découvrir en images maintenant les activités, quelques activités qui ont été faites au sein de nos écoles. Merci à vous. Dans un jardin tout rigolo, pousse un brocoli qui monte. À côté, il y a une pomme qui se cache dans un château. Les raisins jouent à cache-cache sous les feuilles bien trop savantes. On me croque. Bien bon. Baissez la main. Prochain. Je suis jaune et j'ai une couronne verte. Good. C'est bon, elle a déjà répondu. On écoute. Je suis vert forêt. J'ai une grosse tête. Je pousse en bouquet. Je suis plein de vitamines. Je peux être mangé cru ou cuit. Qui suis-je? J'ai une grosse tête. Vert. Voilà. Voilà. Pour réfléchir, vous êtes. Next, prochain. On écoute. Je suis orange. J'ai des feuilles vertes sur la tête. On l'écoute. Je pousse sous la terre. Les lapins m'adorent. Raisin, oignon, radis, carotte, banane, brocoli, patate et pomme. Oui, ok, il y en a, on le voit. Cuisinier, policier, oui. Mécanicien, il y a. Coiffeuse, oui, Claudie. Oui, pour un pilote très bien, ancien. Une danseuse, peut-être de Léa, oui, ou encore, vraiment. Un ambulancier. Quelques secondes. Très bien, on va vous placer du bois. Policier. Okay. Maintenant, c'est quoi son travail? Que fait un policier?
il doit mettre de l'ordre, il protège et Mais là, on finit faire. Raboter le monde.